Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, chers aimables téléspectateurs. Nous sommes encore là pour le compte de cette émission Ça fait politique que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne Conférence Télévision. On est encore là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez bien, on est pendant cette année-là électorale. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques qui sont en train de dénoncer la façon dont la CENI est en train de faire son travail. De l'autre côté, il y a l'Union Sacrée qui encourage Denis Kadima et son équipe d'aller de l'avant pour organiser de belles élections en 2023. Il y a Joseph Olengakoy qui est en train d'organiser des consultations pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Où allons la RDC? Est-ce que nous irons vers un dialogue pour trouver un consensus enfin de mettre tout le monde autour d'une table pour résoudre le problème du processus électoral? Est-ce qu'il faut aller avec la même CENI jusqu'au bout du processus? Nous sommes là avec l'honorable Jacques Dromois, il est indépendant. Avec lui, nous allons un peu analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Il est déjà dans nos murs. Bienvenue à vous, honorable. Merci beaucoup, Laurent. Comment est-ce que vous jugez les consultations qui sont lancées par Joseph Olengakoy, le président du CNSA, puisqu'il a déjà consulté plusieurs partis politiques, Martin Fayoulou, avec les CID, Mouzito, hier c'était le tour de la société civile. Pensez-vous que pour lutter contre l'insécurité à l'Est, il fallait engager ces consultations? Merci beaucoup, Monsieur Laurence. Je pense que c'est une démarche que je considère comme étant démocratique, n'est-ce pas? À la limite, je pourrais dire une démarche citoyenne visant à recueillir le point de vue des différents acteurs politiques afin d'éventuellement élaborer un mémo qui pourra permettre peut-être, si j'entre dans la tête ou les idées de monsieur Olengakoy, n'est-ce pas? Si j'entre dans sa tête, un mémorandum qui pourra peut-être servir d'esquisse aux solutions, comme solution aux problèmes que le pays est en train de rencontrer. Donc de mon côté, je ne trouve pas ça de mauvais, pourvu que ça ne soit pas une énième manœuvre dilatoire visant à ramener encore les Congolais autour d'une table pour le partage équitable et équilibré du pouvoir. Nous sommes dans une année où les Congolais sont appelés à se prononcer sur la personne qui sera appelée à régenter ses espoirs, à régenter son avenir pendant 5 ans. Donc, nous sommes dans une année électorale. Il va falloir que nous travaillions tous pour que la CENI puisse nous donner les meilleures élections qu'on ait jamais eues. Il est vrai que dès le départ, nous avons beaucoup de couacs, beaucoup de dénonciations, mais encore que ce ne sont que des dénonciations. Nous osons croire que les dénonciations qui sont faites vont permettre à monsieur les responsables de la CENI de rectifier les tirs. Vous parlez de la CENI, puisque c'est un sujet qu'on devrait aussi aborder au cours de cette émission. Aujourd'hui, la CENI s'est dit responsable de tout ce qui se passe, et pour la CENI, il n'y a pas de problème, puisque donner les cartes où les photos sont en noir et blanc, ce n'est pas un problème, puisque l'UNIP va faire son travail. Pourquoi est-ce que d'autres partis politiques ne font pas confiance à Denis Kadima, selon vous? Non, mais écoute, on a toujours dit que la confiance n'excluait pas le contrôle. Hein, nous ne pouvons pas faire confiance les yeux fermés à M. Kadima. Nous ne sommes pas dans une église où il y a une certaine parole d'évangile qui finit toujours dont on finit toujours par dire Amen. Non, nous ne sommes pas dans une église. Nous sommes en politique. Nous avons un processus et qui, dès le départ, a connu beaucoup d'écueils. Ça, il faut le reconnaître. Et il est difficile comme ça qu'on puisse lui faire confiance d'emblée. Et quand vous voyez la manière dont les choses se déroulent dans les différents centres, vous vous posez beaucoup de questions. Eu égard aux sommes faramineuses dépensées. Et quant à ça, quand on voit la qualité des photos, la qualité des cartes qu'on donne aux Congolais, on se pose beaucoup de questions. Mais comme on dit toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous attendons voir la fin de cette opération. Et après quoi, on pourra se prononcer.
on pourra dire si effectivement ce qui est fait va permettre à ce que nous ayons un bon fichier électoral pouvant permettre à ce que les élections, pouvant plutôt garantir la transparence de ces élections. La CENI s'est dit qu'ils vont organiser le meilleures élections que la République n'a jamais connues. Aujourd'hui, ces cartes-là n'auront pas de répercussions sur... Est-ce qu'on peut aller aux élections sans les PPRD de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, qui demande encore un consensus autour du bureau de la CENI? Le consensus, on le demandera toujours. Mais quant à dire... aller aux élections sans le PPRD, ben écoute, c'est un choix que ces partis politiques peuvent opérer. Mais moi, à leur place, je ne leur conseillerais pas. Vous savez, la politique des chaises vides ne paye pas. N'est-ce pas? La politique des chaises vides ne paye pas. Lorsqu'il y a un vide, ces derniers sont toujours comblés. Par qui? On ne sait pas. Donc évitez de donner l'occasion à ceux-là qui veulent torpiller le processus électoral de combler ces vides. Quand vous parlez de leur manière. Laissez-moi terminer. Le processus électoral. Je n'ai cité personne. Le pouvoir actuel fait je n'ai cité personne. Suivez mon regard, comme on dit toujours. Nous voulons qu'il y ait des élections. Mais moi, je conseillerais aux frères du PPRD de ne pas recourir, de ne pas appliquer la politique de la chaise vide. Nous l'avons vu avec le fait Étienne Tshisekedi en 2006. On a vu ce que ça donnait. Donc, nous devons nous battre, nous devons continuer à exiger le plus de transparence possible dans cette organisation des élections. Mais il n'est pas question, comme j'ai dit, il n'est pas question de boycotter les élections. Non, jamais, nous ne le ferons pas. Boycotter les élections voudrait dire laisser le passage libre au pouvoir de continuer. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne le pense pas. Nous voulons qu'il y ait compétition. Et quand on dit compétition, il doit y avoir 2, 3 ou plusieurs équipes qui compétissent et qu'à l'issue de cette compétition, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et le meilleur, laissez-moi terminer. Le meilleur, c'est au peuple d'en décider. Le peuple reste le seul arbitre. Le peuple reste, comme nous avons toujours dit, l'employeur de tout le monde. Donc nous allons vers cet employeur-là pour demander du travail. Et c'est à l'employeur de dire, vous méritez que je vous confie ce travail ou non. C'est comme ça que j'en appelle encore pour une fois à nos frères du PPRD de ne pas commettre cette erreur-là. Moi, j'en appellerai même, je l'appellerai même une bêtise. Ne pas commettre la bêtise de ne pas aller aux élections. Exiger la transparence, c'est une chose. Mais boycotter les élections est une autre chose. Peut-être qu'ils ont peur du bilan de Tshisekedi qui est largement positif. Et surtout que jusque-là, il y a ceux qui pensent que Tshisekedi n'a pas de challenger. De voir Joseph Kabila Kabange qui ne peut plus se représenter. Au niveau du PPRD, ils n'ont pas un autre candidat en dehors de Joseph Kabila Kabange. Et de l'autre côté, Moïse Katumbi avec sa nationalité qui est... Non, mais arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Je pense que le Congo a déjà assez souffert de cette affaire de nationalité. Quand vous dites nationalité, qui est appelé à définir un Congolais? Qui est appelé à dire celui-là est Congolais et celui-là ne l'est pas? Moi, je pense que notre constitution est claire là-dessus. Donc vous pensez que laissez-moi terminer. Je pense qu'il y a une loi électorale, il y a une constitution et la constitution est au-dessus de la loi électorale. N'est-ce pas? On a besoin des élections transparentes, démocratiques. Et il va falloir que toute personne qui a des ambitions, qui a la prétention et qui est congolais, j'ai dit bien conformément à la Constitution, qui est congolais, conformément à la Constitution, puisse y prendre part. Ça devient facile dans notre pays aujourd'hui de coller des étiquettes, de coller des nationalités aux autres Congolais qui ont des prétentions. On a qualifié hier Fayoulou, vous savez de quelle nationalité? Docteur Mukwege, vous savez de quelle nationalité on veut lui coller? Donc, aujourd'hui, on a l'impression que tout challenger sérieux est sujet à une qualification quelconque d'une quelconque nationalité. Vous voulez dire... Ça, c'est antidémocratique et comme on dit, c'est comme dirait quelqu'un, avoir de la peur bleue. Quand on est sûr de son bilan et que le peuple est content et heureux
du bilan, on ne peut avoir peur. On doit se présenter devant ces peuples-là avec son bilan. Et je suis convaincu que le peuple n'est pas dupe. S'il est content du bilan, il va vous reconduire automatiquement. Mais si ces peuples-là, si de votre côté, vous avez peur, vous pensez que votre bilan n'est pas aussi élogieux, et vous le pensez, je suis convaincu que cette population, ce peuple va vous sanctionner. Mais qu'on se le dise, c'est toujours la démocratie. La démocratie est faite ainsi. Quand la population veut, on vous reconduit. Quand cette population ne veut pas, ben, on vous congédie. C'est ça la démocratie. Acceptons-le. On a accepté la démocratie et on doit assumer, on doit accepter aussi les règles de cette dernière. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le régime actuel a peur d'autres candidats puisqu'on cherche à créer des nationalités c'est ça l'impression que nous avons. C'est ça l'impression que nous avons. Et heureusement, je pense que même le président de la République ne boit pas de cette soupe-là. Même le président dit qu'il n'est pas question qu'on exclue qui que ce soit pour des fallacieux prétextes de nationalité. Nous allons aux élections. Tout celui qui est congolais, tel que reconnu par notre constitution, et qui a les ambitions de briguer la présidentielle, eh bien, on doit les laisser libres. Nous devons laisser seule la population, seul le peuple trancher. Si le peuple veut de cette personne-là, eh bien, le peuple va lui porter son suffrage. Sinon, le peuple va les sanctionner. Mais nous avons dit que nous sommes en démocratie. La démocratie voudrait dire tout simplement que le dernier mot revient au peuple. Donc on doit laisser à ce peuple son dernier mot. Il ne revient pas à quelques individus qui cherchent à plaire le pouvoir, de décider qui est congolais et qui ne l'est pas. Selon vous, que ferait la force de l'opposition? Sur quel point l'opposition doit s'appuyer pour, par exemple, renverser le pouvoir de Tshisekedi? Puisque nous savons que Tshisekedi, pour lui, les billets sont largement positifs. Oui, comme on dit, quelqu'un disait que le verre était à moitié vide, l'autre dira le verre est à moitié plein. Ceux qui disent que le verre est à moitié vide savent où se trouve le vide. Et le moment venu, ils vont sortir ces vides-là. Et ceux qui disent que le verre est à moitié plein, ils savent aussi où se trouve le plein de ces verres-là. Les moments opportuns, ils vont sortir ces pleins-là. Et le dernier mot reviendra à la population. Monsieur Jacques Loumou, aujourd'hui, que veut le peuple congolais réellement pour son développement? Écoute, le peuple ne demande pas du champagne. Le peuple ne demande pas d'aller manger au Grand Hôtel Kinshasa. Le peuple veut qu'on lui assure un logement décent, qu'on lui assure un salaire digne d'un être humain. Ce qui aujourd'hui laissez-moi terminer. Les fonctionnaires, Laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question, je vais répondre. Allons-y. Le peuple veut que ses enfants étudient dans de bonnes conditions. Avec la gratuité de l'enseignement, je pense que... La gratuité n'est pas synonyme de bonnes conditions. J'ai bien dit, le peuple veut que ses enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Quand vous avez une classe bondée de 150 élèves, alors que les normes de l'UNESCO nous parlent de 20 à 30 élèves par classe, vous pensez que c'est ça les bonnes conditions? N'est-ce pas? Félix a été même... je parle de Félix Oazé, quoi. Le musicien. Il était clair dans une des chansons. Peuple Azo Sengani. Hein? Écoutez cette chanson-là, vous saurez ce que veut le peuple. Le peuple ne demande pas beaucoup. Créer les conditions pour que celui qui termine l'université puisse trouver du travail. Créer les conditions pour que ceux qui sont dans les métiers, parce que tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université, puissent se retrouver à travers son métier. Bref, créer les conditions pour que le Congolais n'envisage pas sortir de son pays parce qu'il y a la misère et la précarité. Les jeunes terminent les études, ils ne savent pas où aller. Et tout ce qu'ils pensent, c'est quitter son pays. Les jeunes ont terminé, ça fait longtemps, ils ne savent pas se marier. Tout simplement parce qu'il manque le minimum pour prendre en charge la femme, la fille d'autrui. Tout ça parce que les conditions sont encore très médiocres, très misérables. Et cela ne pousse pas la jeunesse congolaise à espérer à son peuple, à son propre pays. Voilà des problèmes, des maux qui rongent notre société, qui veulent que ceux-là qui sont appelés à nous diriger, à nous régenter demain, puissent y trouver des solutions.
on devient président de la République, on devient premier ministre, on devient ministre pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et non le contraire. Quand on n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes des Congolais, ça veut dire qu'on n'est pas à sa place. La moindre des choses, si on est, comme on dit, on a une certaine grandeur d'esprit, on doit rendre son tablier. On rend son tablier, cependant, le chef de l'État l'a dit en Bujima et qu'on lui devrait lui donner un second mandat, puisqu'il a de rêves à réaliser, il a de projets qu'il doit encore accomplir dans ce pays, et la gratuité de l'enseignement doit continuer son bonhomme de chemin. Sur le plan économique, vous êtes vous-même économiste, vous voyez quand même aujourd'hui il y a une stabilité qu'il ne faut pas abandonner en cours chemin. Merci beaucoup. Mais écoute, nous sommes en démocratie, les chefs de l'État peuvent penser comme bon lui semble. Mais comme j'ai dit, le dernier mot reviendra à la population qui, face à son bilan bien sûr, pourra décider de les reconduire ou de les déposer. Est-ce que sur le plan économique, il n'y a pas des avancées aujourd'hui? Laissez-moi, je ne sais pas si vous parlez, quand vous parlez avancé, ça veut dire que statistiquement, vous nous apportez des chiffres qui attestent, qui démontrent qu'il y a avancé. Dites-moi le nombre d'emplois, par exemple, qu'on a créés depuis qu'on a accédé au pouvoir. Dites-nous, par exemple, le niveau de salaire qu'on a amélioré dans notre pays. Dites-nous, par exemple, le pouvoir d'achat qu'on a amélioré dans son propre pays pour dire que les conditions économiques se sont améliorées. Dites-nous, par exemple, le niveau de production que vous avez relevé. Quand nous allons, par exemple, dans le secteur agricole, vous nous dites, par exemple, aujourd'hui, le Congo est producteur ou premier producteur de telles denrées ou de telles spéculations. Dites-le nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire aux Congolais que sur le plan agricole, nous avons produit telle spéculation? Sur le plan élevage, sur le plan pêche, nous sommes capables de nourrir les Congolais et d'exporter les surplus. Êtes-vous capable de le dire en regardant les Congolais en face? On nous avait promis l'impiodi. Quelle ironie du sort pour un pays qui a le poisson, même dans les calamos. L'impiodi ne sont jamais arrivés. On a perdu de l'argent. Voyez-vous? Donc, moi je pense que, messieurs les journalistes, les problèmes sont là. Et ça demande des solutions. Et les solutions sont à portée de nos mains. Il suffit d'avoir une certaine volonté politique et une certaine vision avec, comme j'ai dit, doubler à cela une certaine orthodoxie dans la gestion financière pour y arriver. On n'a pas dit, personne ne demande à ce que tous les problèmes soient résolus comme par le coup d'une baguette magique. Mais il faut commencer à résoudre les problèmes les uns après les autres. Rome n'a pas été construite en une journée. Mais, laissez-moi terminer. Alors, mais il faut commencer quelque part. Dites-moi, messieurs les journalistes, posez la question à la population sur un seul secteur où ils peuvent se dire, moi, ce secteur-là marche dans notre pays. Lequel? Tu connais? Il n'y en a pas, monsieur Laurent. Est-ce qu'avec le budget de 14 millions, voire 16 millions, est-ce qu'on peut quand même s'attendre d'ailleurs? D'abord, il faudra se dire une chose. C'est un pas qui est fait, qu'on arrive à ces budgets-là. Qu'il faut encourager. Laissez-moi terminer. C'est encore pas assez pour arriver à résoudre beaucoup de problèmes des Congolais, mais c'est déjà quelque chose par rapport à 5 milliards, 6 milliards, 8 milliards ou 11 milliards. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Les effets de cette augmentation budgétaire ne se font pas ressentir par la population. C'est inadmissible, c'est incompréhensible que cette même population se dise qu'elle vivait mieux quand le budget était en deçà de 6 milliards que quand le budget a atteint 11 milliards, parce que les 16 milliards ne sont encore que prévisionnels. Il faut les mobiliser. Donc moi, je ne voudrais pas encore parler des 16 milliards parce qu'il y a encore du chemin. Il faut les mobiliser pour en avoir. Je parle plutôt de ce qui a été réellement exécuté pour l'exercice 2022.
Ça veut dire que 11 milliards à peu près de dollars qu'on a dû mobiliser. Mais comment se fait-il que la population n'a pas pu en ressentir les effets? Voilà de vraies questions. Alors, lorsqu'on se pose ces questions-là, on se pose des bonnes questions, on doit avoir des bonnes réponses. Quand vous entrez dans ces budgets-là, vous allez vous rendre compte que 60 à 70%, n'est-ce pas, des recettes sont affectées à la consommation immédiate. C'est-à-dire, pour la plupart des cas, à la consommation des institutions politiques et au fonctionnement de ces dernières. La part qu'on alloue aux investissements sont quasiment inexistants. Or, sans investissement, il n'y aura pas de création d'emplois. S'il n'y a pas de création d'emplois, il n'y aura pas de création de nouveaux revenus. S'il n'y a pas de création de nouveaux revenus, donc la population va continuer à rester dans la pauvreté. On peut augmenter ces budgets-là tant qu'il va se poser un problème d'allocation des dépenses. Personne n'en sentira les effets. Et c'est le cas aujourd'hui. Personne ne sait. Si vous posez la question à tout le monde, que le budget de la RDC aurait connu une certaine augmentation, ils vont se dire, mais de qui vous vous moquez, vous? C'est vous qui bouffez ces budgets-là? Voyez-vous? C'est parce que, en termes d'affectation, il se pose encore un problème. On a chanté, on a crié, on a demandé à ce qu'on réduise les trains de vie des institutions. Mais quand on dit réduisons les trains de vie des institutions, c'est inadmissible dans un pays où la pauvreté bat son plein. C'est inadmissible dans un pays où vous avez un professeur d'université qui a moins de 1500 $ et qui est un député qui touche 18 à 21 000 $ américains. Dans un même pays. Vous comprenez? Alors, quand vous allez vous poser la question de savoir, mais est-ce que économiquement les choses marchent? Mais ça ne pourra jamais marcher parce que les députés sont au nombre de combien? Nous avons 500. À peine 500. Alors, comparez ces députés-là qui touchent des milliers de dollars face au corps enseignant, par exemple. Je ne prends que les professeurs d'université, qui sont des milliers de personnes. Prenez par exemple les enseignants, les professeurs qui enseignent dans nos écoles primaires, secondaires. Ils sont combien? Alors, si on inverse la tendance, on dit, nous donnons 21 000 $, 18 000 $ à cette catégorie socio-professionnelle. Vous ne voyez pas que le pays va connaître un boom économique jamais connu? Parce que cette masse-là aura le pouvoir d'achat, donc les moyens de consommer. Et lorsque vous consommez dans une économie, lorsque la consommation augmente, cette économie prend de l'ascenseur, comme on dit. On va parler réellement de la croissance économique. Parce que les entreprises qui sont dans les différents secteurs vont chercher à augmenter leur capacité de production pour faire face à cette augmentation de la demande, entraînée par cette augmentation du revenu réel. C'est ce que nous appelons, nous, en économie, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes candidat aux élections de 2023, candidat député, malgré que vous êtes indépendant, ça coule la politique, serez-vous d'accord qu'il y ait réduction du plan de vie, puisque... totalement d'accord. Quand vous serez totalement. Là, non. Est-ce que vous n'allez pas changer de discours? Non. Nous ne pouvons pas changer de discours parce que nous avons toujours milité et combattu pour qu'il y ait revision du train de vie des institutions. Ce n'est pas parce que nous allons être là demain que nous allons changer de discours. Bien au contraire, en étant dedans, nous allons militer pour que la réduction du train de vie des institutions devienne effective. Il y a plusieurs qui ont dit ça. Non, je ne suis pas... Laissez-moi terminer. Laissez-moi... Non, écoute, nous n'avons pas tous la même éducation. Nous n'avons pas tous vécu dans les mêmes conditions. N'est-ce pas? Il y a de ces personnes-là qui deviennent députés et pour la première fois, ils s'achètent une nouvelle paire de chaussures. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas contre, mais je suis en train de dire que une fois que nous serons là, nous allons travailler pour que réellement le train de vie des institutions puisse baisser afin que cette réduction-là puisse profiter aux autres catégories socio-professionnels. Je cite par exemple les enseignants. Je cite par exemple les fonctionnaires publics.
Voilà. Je voulais quand même poser cette question, puisqu'on est presque à la fin du mandat de cette législature. Est-ce que ces députés ont bien joué leur rôle? Est-ce qu'aujourd'hui, la population peut encore leur faire confiance? Moi, je pense que cette population a vu, a vu ce qui s'est passé réellement. On s'est rendu compte que cette institution est devenue une caisse de résonance de l'exécutif, alors que ça devait être le contraire. Hein? Combien de ministres ont été interpellés et sanctionnés par rapport à leur gestion? On nous a parlé des rames. C'est ce que moi j'appelle l'escroquerie du siècle. Le ministre a été interpellé. Quand on était... Qu'est-ce qu'il y a eu comme suite réservée à cette interpellation? On n'en parle plus aujourd'hui. Si aujourd'hui l'IGF est ressuscité, c'est entre autres parce que le Parlement ne joue pas son rôle. Le Parlement doit être au-dessus de l'exécutif parce que c'est le Parlement qui contrôle l'exécutif. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les députés sont devenus les enfants des courses des ministres. Ce qui est malheureux. Dans un pays, lorsque les rôles sont inversés, il est difficile pour que la population puisse se retrouver. Or, le seul rempart de la population demeure et reste son Parlement. C'est le Parlement qui doit être un épouvantail. Un épouvantail pour l'exécutif. L'exécutif fait quoi? L'exécutif exécute une loi. C'est ce que nous appelons, nous, la loi budgétaire. Mais qui vote cette loi-là? C'est le Parlement. C'est le Parlement. Alors, si vous avez fait voter une loi et que cette loi n'est pas respectée, vous faites quoi? Vous devez sanctionner. Mais est-ce qu'on sanctionne? Est-ce que l'on sanctionne? On voit la réalité malheureusement, du pays, puisque tout le monde voit. il y a plusieurs réalités qui ne demandent pas peut-être de députés de Non, sanctionner. moi je pense que si on veut bien aider l'exécutif, aider le président de la République à aller de l'avant, le Parlement doit réellement jouer son rôle. Parlons... En faire une caisse de résonance, c'est se tirer une balle sur le pied. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, on en parle au cours de cette émission. Le M23 qui avait promis de quitter certains coins de notre pays, dans la partie est de la RDC, aujourd'hui on sent qu'ils n'ont pas encore quitté. Il y a encore confusion, la société civile a dénoncé. Que faut-il aujourd'hui faire réellement pour instaurer la paix durable dans la partie est de la RDC? Monsieur Laurence, nous n'allons pas avoir honte de les répéter. Honte ou bien il faut... J'ai dit bien, nous n'allons pas avoir honte de les répéter. Pourquoi honte? Parce que nous avons l'impression que tout ce que nous avons dit n'est pas écouté, ou on écoute et on fait semblant de ne pas écouter. La solution au problème de l'insécurité à l'Est demeure et reste entre les mains des Congolais. Il faut que nos forces armées fassent le boulot. Tant que nous allons compter sur les autres, nous risquons même de perdre cette partie de l'Est du pays. Les forces régionales... Vous êtes en train de suivre la blague. Moi, j'appelle ça une grosse blague. Les fameuses forces régionales arrivent pour reprendre les positions qu'occupait le M23. Le M23. Et pendant ces temps-là, le M23 continue à progresser. De qui se moque-t-on? Voilà, c'est la vaste blague. Voilà la vaste blague. Vous quittez un espace pour aller en conquérir, pour aller conquérir un autre espace. Et pendant ces temps-là, on nous impose des faits, une zone tampon. Yougoslavie est partie à cause de... La Yougoslavie, ex-Yougoslavie, a éclaté à cause de cette affaire des zones tampons. Donc l'histoire est encore fraîche dans nos mémoires. Et ce qui est encore malheureux, parmi les militaires qui viennent soi-disant sécuriser le Congo, on retrouve les militaires du Sud-Soudan. Un pays qui est sécurisé par l'Ouganda. Mais qui se moque-t-on? Moi je pense qu'à un certain moment nous devons nous dire que la blague n'a que trop duré. Et Dieu merci, aujourd'hui, il n'y a plus d'embargo. Si c'était un prétexte hier, aujourd'hui, ça n'est plus.
Donc, on doit travailler de manière à ce que notre armée puisse monter en puissance afin de faire le boulot. Il n'y aura pas 36 solutions. Laissez-moi, monsieur Laurence, vous dire, je ne crois pas à cette force est régionale parce que cette force risque de jouer le jeu de l'ennemi qui ne consiste que à créer un État tampon entre la RDC et le Rwanda. Donc ces forces-là doivent aujourd'hui rentrer chez eux. Elles doivent rentrer chez eux. Et rester là. Elles doivent rentrer chez eux et laisser nos forces armées combattre l'ennemi afin d'imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Si nous continuons à compter sur ces forces-là, cette nébuleuse force, monsieur Laurence, je ne le souhaite pas, mais dans les jours à venir, nous risquerons d'oublier le Congo dans ses frontières actuelles. Donc aujourd'hui, même l'état de siège doit être... Mais on l'avait dénoncé, l'état de siège a été dénoncé, ça a démontré ses limites, tout le monde l'a vu. L'état de siège a servi à quoi? Parce que c'est sous état de siège que toutes les villes ont été prises par les bras séculiers du Rwanda au Congo qu'on appelle le M23. Donc aujourd'hui... C'est sous l'état de siège. Johnny Luboya et l'autre... Ça ne sert à rien, on a privé la liberté aux Congolais pour rien. Le gouverneur était là. Ça n'a pas empêché au M23 de prendre Bunagana. Alors, de quoi nous parlons? On doit arrêter avec cette... Moi, j'appelle ça une vaste blague, une grosse blague. On arrête avec ça. Alors, monsieur Jacques Lomois, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous êtes candidat aux élections 2023, candidat indépendant. Qu'est-ce que la population peut s'attendre de vous en tant que candidat député? Merci beaucoup, Brad. La population doit attendre de nous, tout simplement, les souffles nouveaux que nous voulons apporter. Le renouvellement de la classe politique. Parce qu'à travers ces élections, nous voulons que la population puisse renouveler sa classe politique. Cette classe politique qui date des années 1960 a démontré ses limites. Et il est temps que la jeunesse, il est temps que les Congolais qui ont une autre manière de voir la gestion de la République puissent accéder au pouvoir. Il est plus que temps, comme nous disons. On est fatigué d'avoir les mêmes figures, on est fatigué de voir les mêmes figures, on est fatigué d'entendre que tous les jours il y a détournement de l'argent, des deniers publics. On est fatigué d'entendre que les projets qui devraient être exécutés n'ont pas pu l'être parce qu'un groupe d'individus se sont organisés pour s'accaparer de ces deniers publics. Bref, on doit arrêter avec la kleptocratie. On doit arrêter avec la kleptocratie. Nous voulons qu'il y ait du souffle nouveau dans la gestion de la République. Vous allez travailler avec Félix Tshisekedi ou vous serez contre de travailler avec Tshisekedi? Je suis indépendant, je travaillerai avec celui qui sera élu comme président de la République. Peu importe son visage. J'ai dit bien, je suis indépendant. Vous allez travailler avec... J'ai dit bien, je suis indépendant. Je travaillerai avec la personne qui sera élue comme président de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est clair et c'est en français. Vous connaissez les candidats qui sont déjà le prétendant candidat? Ils sont nombreux, mais je ne suis pas là pour faire... je ne suis pas leur porte-parole. Vous avez un que vous Ils sont soutenez? nombreux, je ne soutiens personne. Je suis indépendant et je ne soutiens personne. Donc vous n'avez pas un candidat Je président? n'ai pas de candidat préféré. Nous allons soutenir les candidats que la population va choisir. C'est clair et net. C'est quoi le choix de la population aujourd'hui? Je ne sais pas. Selon vous? Il faut poser la question à la population. Moi, je ne représente pas la population. Donc, Prenez votre micro-baladeur, sillonnez, faites un sondage, demandez à cette population qui vous voulez qu'il occupe ces postes-là. Vous aurez la réponse. Et à l'issue des élections, si on dit c'est X, Y ou Z, et que nous aussi nous sommes élus, nous allons travailler avec cette personne-là. Nous n'aurons pas de choix que de travailler avec cette personne. même si la corruption continuait, comme... Non, si nous voulons être élus, c'est pour arrêter, pour endiguer
pour éradiquer faire la des corruption. propositions de loi pour... Bien évidemment, je suis même en train de penser comment faire en sorte que les deniers publics soient sacrés. Ça veut dire que si vous touchez aux deniers publics, on vous ampute même votre doigt. Mais là, ça allait... Non, il faudra qu'on y arrive. Non, ce n'est pas aller trop loin. Parce que si on vous impute la doigt, attendez, quand on va vous amputer votre doigt, même vos enfants sauront que vous avez touché à l'argent de l'État. Il ne faut pas voler. Tout le monde saura que non, papa, on a Iba Mbonga l'État, on va Katia Moussapi. Il faut qu'on en arrive là. Vous touchez à l'argent de l'État, on vous coupe les doigts. Et comme ça, quand vous sillonnez, tout le monde, ah, Azam Moussapi, Katala, c'est Iba Mbonga l'État. Veut que le mot à la population. C'est ça mon mot de la fin. Hein? On doit craindre l'argent de l'État. On doit se dire que l'argent de l'État, c'est l'argent des Congolais. Il ne faut pas y toucher. Il faudra qu'on arrive. Je ferai voter cette loi. Vous touchez à l'argent de l'État, on vous coupe votre doigt. Et je pense que cette loi ne passera pas. Ça va passer parce qu'il y aura des gens qui vont me soutenir. Parce que si on vous coupe les doigts, vous serez fiché. Tout le monde saura que et ça va servir d'exemple. Tout le monde va avoir peur. Et vous allez voir que ce pays va décoller. Tant qu'on continue, tant qu'on est en train de continuer comme ça, je suis convaincu que les gens n'auront pas peur de voler l'argent de l'État. Vous savez ce que c'est dit aujourd'hui? Je vole l'argent de l'État, on va m'arrêter et demain on va me sortir. Je vole l'argent de l'État, je le cache quelque part, je vais corrompre les juges, je vais corrompre les magistrats. Demain, on va me sortir de la prison plutôt, et je pourrai en jouir. La preuve, ils sont en train de la vivre. Combien de gens ont touché à l'argent de l'État et ils sont libres aujourd'hui. Et c'est la coule douce. C'est comme ça que j'ai dit, cette loi sera la bienvenue. Tokata Moussapi. Bakatio Moussapi. Pour que tu ne meurs pas. On te coupe les doigts. Comme ça, partout où tu vas chercher les boulots, on va dire non, celui-là c'est un voleur. Parce qu'il a un doigt coupé. Et il a touché à l'argent de l'État. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, M. Jacques Lomois, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Cette émission, vous allez suivre sur Congo France Télévision ainsi que sur YouTube. Et surtout, restez en contact avec nous. Restez bien sûr branchés sur votre chaîne. Vous ne serez pas déçus. Bonne suite des programmes. Merci.